Imaginez une jeune fille noire, Amara, assise en première classe, un billet offert par son père pour célébrer ses brillants résultats scolaires, demandant poliment un verre d'eau, mais se voyant méprisée par une hôtesse de l'air arrogante, Madame Langlais, qui la traite comme une intruse indésirable, son regard chargé d'un dédain venimeux. Cette injustice criante, ce mépris odieux, va vous faire bouillir de rage et vous pousser à exiger justice. Si cette histoire vous révolte, mettez un « j'aime » et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour clamer haut et fort que vous ne tolérez pas l'injustice. Amara, 17 ans, était installée dans son siège de première classe, un sourire timide aux lèvres, encore émerveillée par ce cadeau inattendu de son père, Malik, un magnat de l'aviation, propriétaire de la compagnie aérienne. C'était son premier vol en première classe, une récompense pour ses efforts acharnés à l'école, où elle avait brillé par ses notes exceptionnelles et son dévouement. Ses écouteurs diffusaient une mélodie apaisante, et elle feuilletait distraitement le magazine de bord, jetant des regards curieux autour d'elle. Par le hublot, l'aéroport grouillait d'activité. Des avions décollaient dans un grondement sourd, d'autres atterrissaient avec grâce, et Amara ressentait une excitation contenue, mêlée d'une pointe de nervosité. Elle n'était pas du genre à se mettre en avant, préférant rester discrète, savourant ce moment rare où elle pouvait se sentir spéciale. Mais cette joie innocente, ce sentiment de fierté, allait bientôt être piétinée, écrasée sous le poids d'une humiliation publique orchestrée avec une cruauté implacable qui transformerait son excitation en une colère incandescente. Madame Langlais, l'hôtesse de l'air, une femme d'une quarantaine d'années au chignon tiré à 4 épingles et au sourire hypocrite, parcourait l'allée avec une assurance calculée, presque théâtrale. Elle s'arrêtait pour servir les autres passagers, son ton mielleux masquant une froideur évidente, comme si elle jouait un rôle appris par cœur. À un homme d'affaires en costume gris, M. Lefebvre, elle offrit un verre de vin rouge avec un sourire charmeur, échangeant quelques mots flatteurs sur son choix de cravate. À une femme parée de bijoux clinquants, Madame Beaumont, elle plaisanta, riant à une anecdote futile sur les boutiques de luxe de la destination. Elle semblait dans son élément, distribuant sourires et courtoisies avec une aisance étudiée. Mais lorsqu'elle passa près du siège d'Amara, son visage se ferma brutalement. Le sourire s'effaça, remplacé par une moue de dédain, ses yeux glissant sur Amara comme si elle n'était qu'un obstacle gênant. Elle ne daigna même pas s'arrêter, ses talons claquant sur le sol avec une cadence arrogante, comme un avertissement silencieux. Amara, surprise, ne réagit pas immédiatement. Peut-être l'hôtesse était-elle simplement débordée? Elle attendit patiemment, tandis que l'avion décollait, le grondement des moteurs emplissant la cabine de vibrations sourdes, amplifiant son sentiment d'isolement. Une fois en vol, le service débuta officiellement. Les hôtesses circulaient avec des plateaux chargés de boissons raffinées. Eau pétille build-up dans des verres en cristal, jus frais pressés, coupe de champagne pétillant. Amara observait, confiante que son tour viendrait, son esprit encore empreint de l'excitation du voyage. Madame Langlais s'arrêta près de l'homme assis à côté d'elle, un passager âgé en costume bleu marine, Monsieur Dubois, un homme au regard bienveillant mais discret. Elle lui tendit un verre d'eau avec une courtoisie exagérée, s'inclinant légèrement comme pour marquer son respect. Mais avant qu'Amara ne puisse ouvrir la bouche pour faire sa demande, l'hôtesse tourna les talons, l'ignorant ostensiblement, son mouvement brusque faisant teinter les verres sur son plateau. Déconcertée, Amara hésita, puis leva la main timidement, déterminée à ne pas se laisser décourager. « Excusez-moi, pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Sa voix était douce, polie, mais teintée d'une assurance naturelle. Madame Langlais se retourna à peine, son regard glissant sur Amara comme si elle était transparente, un insecte indésirable. « On verra plus tard », lâcha-t-elle d'un ton sec, presque venimeux, avant de s'éloigner avec un rictus à peine dissimulé. Amara fronça les sourcils, une pointe de confusion se mêlant à une colère naissante. Ce n'était pas normal. Elle venait de voir l'hôtesse servir d'autres passagers sans le moindre délai, avec une amabilité débordante. Pourquoi ce traitement différent? Elle décida d'attendre, espérant que ce n'était qu'un malentendu passager, mais au fond d'elle, une alarme commençait à retentir. Les minutes s'écoulèrent, interminables, et l'attitude de Madame Langlais ne changea pas.
Elle continuait ses allers-retours dans l'allée, remplissant les verres des autres passagers avec une diligence presque ostentatoire, plaisantant avec certains, offrant des attentions particulières à ceux qu'elle jugeait dignes. Elle s'arrêta pour proposer une deuxième coupe de champagne à Madame Beaumont, échangeant des rires complices, puis tendit une serviette chaude à Monsieur Lefebvre avec un sourire obséquieux. Mais pour Amara, rien. Pas un regard, pas un mot, pas même une reconnaissance de son existence. L'ignorance était si flagrante qu'elle en devenait oppressante. Puis, un incident fit basculer la situation dans une dimension nouvelle, d'une cruauté presque insupportable. Un passager, M. Harrington, un homme d'une cinquantaine d'années au visage rubicond et à la voix tonitruante, leva la main pour demander un autre verre. Madame Langley accourut immédiatement, lui offrant une bouteille d'eau pétillante dans un verre en cristal, son sourire complice illuminant son visage. En passant près d'Amara, elle surprit son regard, un regard qui cherchait simplement à comprendre pourquoi elle était traitée ainsi. Au lieu de s'arrêter, Madame Langley lâcha une remarque cinglante, assez forte pour que toute la cabine l'entende. La première classe, ce n'est pas pour tout le monde. Certains devraient savoir rester à leur place, au lieu de jouer les importants. Le ton était chargé d'un mépris si palpable qu'il semblait couper l'air. Plusieurs passagers tournèrent de la tête, certains ricanant discrètement, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise. Amara sentit une chaleur lui monter au visage, une vague d'humiliation brute, comme si on l'avait giflée devant une foule. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir, et elle baissa les yeux, luttant pour contenir la rage qui menaçait de déborder. Elle n'avait rien fait pour mériter cela. Rien d'autre qu'exister dans un espace où, visiblement, Madame Langley estimait qu'elle n'avait pas sa place. Monsieur Harrington, encouragé par l'attitude de l'hôtesse, en rajouta une couche, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la cabine. « Franchement, c'est quoi ces jeunes qui se croient au-dessus des autres en première classe? Ils pensent qu'un billet leur donne tous les droits. » lança-t-il, ses mots dégoulinant de condescendance. Quelques passagers hochèrent la tête en signe d'approbation, leur murmure renforçant l'humiliation. Amara sentit son cœur se serrer, comme si un poids invisible s'était abattu sur sa poitrine. Elle n'était pas une intruse, elle n'était pas une opportuniste. Elle était une étudiante brillante, une fille qui avait travaillé dur pour mériter cette place, un cadeau de son père pour célébrer ses accomplissements. Mais à cet instant, sous les regards moqueurs et les remarques acerbes, elle se sentait minuscule, comme si sa présence était une offense impardonnable. Une passagère, Madame Carter, une femme d'une trentaine d'années assise de l'autre côté de l'allée, croisa son regard. Ses yeux exprimaient une compassion sincère, mais elle hésita, ses lèvres pincées, comme si elle voulait intervenir mais craignait les conséquences d'un affrontement avec Madame Langley. Amara comprit immédiatement. Personne n'allait prendre sa défense, pas encore. La colère bouillonnait en elle, une colère pure, viscérale, mais elle la contint avec une discipline de fer. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de l'avoir craqué, de l'avoir brisé. À la place, elle sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline, et tapa un message rapide à son père. « Papa, j'ai demandé de l'eau 2 fois, l'hôtesse m'ignore et me ridiculise devant tout le monde. Elle dit que je n'ai pas ma place ici. » Elle relut le message, ses yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler, avant d'appuyer sur « Envoyer ». Elle ne savait pas exactement ce que Malik pouvait faire depuis le sol, à des milliers de kilomètres, mais elle savait une chose. Son père n'était pas homme à laisser une telle injustice passer sans réagir. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra et un message apparut. « Quel est ton numéro de vol? » Elle vérifia son billet électronique, ses mains tremblantes, et le lui envoya. Une autre réponse suivit presque immédiatement, brève mais lourde de sens. « Reste calme, je m'en occupe. » Amara fixa l'écran, son pouce accélérant, un mélange d'espoir et de rage pulsant dans ses veines. Elle ignorait ce que cela signifiait précisément, mais une chose était certaine. Madame Langley venait de déclencher une tempête dont elle n'avait pas la moindre idée. Une tempête qui allait bientôt l'engloutir. L'humiliation ne s'arrêta pas là, bien au contraire. Alors que Madame Langley continuait son service, elle passa aného près d'Amara, un plateau de boissons à la main, son attitude toujours aussi provocante. Elle s'arrêta pour servir une femme assise juste devant Amara, une passagère aux lunettes de soleil de marque et au sac de créateur, Madame Beaumont.
Elle lui tendit une coupe de champagne avec un sourire éclatant, échangeant des banalités sur les boutiques de luxe de la destination, comme si elles étaient de vieilles amies. Amara, déterminée à ne pas se laisser intimider davantage, leva à nouveau la main, sa voix plus ferme cette fois, malgré la boule dans sa gorge. « S'il vous plaît, pourrais-je avoir de l'eau » demanda-t-elle, chaque mot prononcé avec une clarté délibérée. Madame Langlais se tourna lentement, son sourire se transformant en une grimace froide, ses yeux plissés comme si elle était offensée par l'audace d'Amara. « J'ai dit qu'on s'occuperait de vous », lâcha-t-elle, ses mots tranchants comme des lames. Puis, elle ajouta, assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. « Certains pensent qu'ils peuvent exiger ce qu'ils veulent ici, mais il y a des priorités, et tout le monde n'est pas sur la liste. » Le sous-entendu était odieux, une insulte à peine voilée. Et Amara sentit une vague de rage l'envahir, si intense qu'elle en avait presque le vertige. Ce n'était plus une question d'eau, c'était une question de respect, de dignité, et Madame Langlais venait de les piétiner avec une arrogance insupportable. Monsieur Harrington, toujours prêt à enfoncer le clou, éclata d'un rire gras, ses joues rougeaudes, tremblant d'amusement. « Bien envoyé! Il faut leur apprendre les bonnes manières à ces gens-là. » lança-t-il, ses mots résonnant comme une insulte collective, encouragée par le silence complice de certains passagers. Amara sentit les regards peser sur elle, certains curieux, d'autres moqueurs, mais la plupart simplement fuyant, refusant de s'impliquer. Monsieur Dubois, l'homme âgé assis à côté d'elle, remua légèrement, son expression trahissant un malaise, mais il ne dit rien, ses lèvres pincées. Madame Carter, de l'autre côté de l'allée, baissa les yeux, ses mains serrant nerveusement son magazine, comme si elle luttait contre l'envie de parler. Amara comprit qu'elle était seule dans cette épreuve, abandonnée par ceux qui, par leur silence, devenaient complices de cette injustice. Elle prit une profonde inspiration, refusant de laisser les larmes lui monter aux yeux, refusant de donner à Madame Langlais et à ses alliés le plaisir de la voir brisée. Elle tapa un autre message à son père, ses doigts tremblants de rage. Elle continue. Elle dit que je ne suis pas une priorité et que je n'ai pas ma place. Tout le monde me regarde. La réponse de Malik fut immédiate, un simple mot qui portait tout le poids de sa détermination. Tiens bon. Mais l'humiliation s'intensifia encore, atteignant des sommets de cruauté qui semblaient presque irréels. Alors qu'Amara tentait une dernière fois d'attirer l'attention de Madame Langlais, celle-ci commit un acte d'une mesquinerie stupéfiante. En passant près de son siège, elle renversa, accidentellement, une petite quantité de jus d'orange sur le sac d'Amara, posé sur le siège à côté d'elle. Le liquide éclaboussa le cuir, tachant un objet précieux, un cadeau de son père pour son dernier anniversaire, un sac qu'elle chérissait. « Oh, désolé, » dit Madame Langlais d'un ton faussement contrit, un sourire narquois déformant ses lèvres. « Vous devriez être plus prudente avec vos affaires. Ce n'est pas un endroit pour laisser traîner n'importe quoi. » La provocation était évidente, intentionnelle, un moyen de l'humilier encore davantage. Monsieur Harrington applaudit presque, ses yeux brillants de malice. « Ça lui apprendra à respecter les règles, » lança-t-il, ses mots résonnant dans la cabine comme un coup de fouet. Amara serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, la douleur physique l'aidant à canaliser la fureur qui menaçait de l'engloutir. Elle voulait crier, riposter, mais elle savait que cela ne ferait que donner à Madame Langlais une excuse pour la discréditer davantage, pour la faire passer pour une hystérique. Madame Carter, enfin, brisa son silence, incapable de contenir son indignation plus longtemps. « C'est absolument inacceptable, » murmura-t-elle, assez fort pour qu'Amara l'entende, sa voix tremblant d'émotion. Elle tendit un mouchoir à Amara pour nettoyer son sac, ses mains frémissant de colère contenue. « Je suis désolée que vous ayez à subir ça. Ce n'est pas juste, » ajouta-t-elle à voix basse, ses yeux lançant un regard furtif vers Madame Langlais. Amara hocha la tête, reconnaissante pour ce petit geste de solidarité, mais la colère ne s'apaisait pas. Ce n'était pas assez. Pourquoi personne d'autre n'agissait? Pourquoi les autres passagers, témoins de cette injustice flagrante, restaient-ils silencieux, complices par leur inaction? Une jeune hôtesse, Sarah, passa près de son siège, jetant un regard furtif dans sa direction.
Amara crut déceler une lueur de compassion dans ses yeux, mais Sarah détourna rapidement la tête, continuant son travail sous le regard vigilant de Madame Langley, comme si elle craignait d'être réprimandée. Cette complicité silencieuse, même involontaire, attisa la fureur d'Amara. Ce n'était pas seulement Madame Langley qui était en faute, c'était tout un système, une culture qui permettait à une telle injustice de prospérer sans conséquence. Un dernier incident porta l'indignation à son paroxysme, un acte si mesquin qu'il semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Alors qu'Amara rangeait son sac taché, essayant de préserver ce qui restait de sa dignité, Madame Langley passa à nouveau, portant un plateau de snacks raffinés. Elle s'arrêta près de M. Harrington et, en lui tendant une assiette de canapé, elle murmura, assez fort pour qu'Amara et les passagers à proximité l'entendent. Certains passagers ne comprennent pas qu'ils ne sont pas à leur place. Ils croient qu'un billet leur donne des droits, mais ils se trompent. C'était la goutte d'eau, une insulte finale qui transforma la colère d'Amara en une rage pure, viscérale, presque palpable. Ses mains tremblaient, son souffle était court, et elle sentit une chaleur brûlante envahir tout son être. Elle n'était plus seulement humiliée, elle était outragée, déshumanisée, réduite à une cible pour le mépris de Madame Langley et de ses complices. Elle envoya un dernier message à son père, ses doigts tapant frénétiquement sur l'écran. Elle a taché mon sac exprès et continue de m'humilier. Elle dit que je n'ai pas de droits ici. Je ne peux plus supporter ça. La réponse de Malik fut brève, mais lourde de menaces. Elle va regretter ça. Reste où tu es. À cet instant, un autre passager, une femme d'une quarantaine d'années, Madame Véronique, assise quelques rangs devant, se retourna et ajouta son propre commentaire, sa voix dégoulinant de condescendance. Si elle ne peut pas se comporter correctement, elle n'a rien à faire ici. La première classe, c'est pour les gens civilisés. Ces mots, prononcés avec un sourire suffisant, déclenchèrent un murmure d'approbation parmi quelques passagers, tandis que d'autres baissaient les yeux, gênés mais toujours silencieux. Amara sentit une douleur aiguë dans la poitrine, comme si chaque mot était une aiguille plantée dans son cœur. Elle n'était pas seulement ignorée, elle était jugée, condamnée, pour rien d'autre que sa présence. Monsieur Dubois, à côté d'elle, remua à nouveau, son visage trahissant un conflit intérieur, mais il resta muet, ses mains crispées sur ses accoudoirs. Madame Carter, en revanche, serra les dents, son visage rouge de colère contenue, mais elle ne dit rien de plus, paralysée par la peur d'un affrontement direct. Amara sentit une solitude écrasante l'envelopper, mais au milieu de cette solitude, une détermination nouvelle commença à germer. Elle ne se laisserait pas briser. Soudain, l'interphone de l'avion grésilla, brisant le bourdonnement oppressant de la cabine. Une voix masculine, autoritaire et froide, retentit, coupant court au murmure des passagers. « Madame Langley, veuillez vous présenter immédiatement dans le cockpit. » Un silence stupéfait s'abattit sur la première classe, si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Madame Langley, qui était en train de servir un passager avec son sourire habituel, se figea, son plateau vacillant légèrement dans ses mains. Pour la première fois, son assurance arrogante vacilla, remplacée par une tension visible. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, et elle posa le plateau avec une précipitation maladroite, lissant son uniforme comme pour se donner une contenance. Puis, elle se dirigea vers l'avant de l'avion, ses talons claquant sur le sol avec une nervosité évidente, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Amara sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'anticipation et de rage pulsant dans ses veines. Quelque chose se passait, quelque chose d'énorme. Les passagers échangèrent des regards, certains murmurant entre eux, d'autres fixant Amara avec une curiosité mêlée d'embarras, comme s'ils commençaient à comprendre que l'équilibre du pouvoir était en train de basculer. Madame Carter se pencha légèrement vers Amara, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas une annonce habituelle. Quelque chose ne va pas, » chuchota-t-elle, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir. Amara hocha la tête, ses doigts serrant l'accoudoir si fort que ses jointures blanchissaient. Elle ne savait pas exactement ce que son père avait fait, mais une chose était certaine. Madame Langley venait de tomber dans un piège dont elle ne sortirait pas indemne. Monsieur Harrington, pour la première fois, se tut,
son visage rougeau soudain pâle, ses yeux fixés sur son verre vide comme s'il craignait d'attirer l'attention. Madame Véronique, quant à elle, ajusta nerveusement ses lunettes de soleil, son assurance vacillante. La cabine entière semblait retenir son souffle, l'air chargé d'une tension électrique, comme avant un orage. Amara fixa la porte du cockpit où Madame Langlais venait de disparaître, son cœur battant à tout rompre. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite, mais une certitude s'imposa à elle. Ce n'était que le début. Son père, Malik, n'était pas seulement en train de réagir. Il était en train de déclencher une révolution, et Madame Langlais, avec son arrogance et son mépris, allait bientôt comprendre qu'elle avait sous-estimé la mauvaise personne. Le silence dans la cabine de première classe était si dense qu'il semblait étouffer le moindre souffle. Amara, le cœur battant à tout rompre, fixait la porte du cockpit où Madame Langlais avait disparu, ses doigts toujours crispés sur l'accoudoir, ses ongles laissant des marques dans le cuir. L'annonce autoritaire qui venait de retentir. « Madame Langlais, veuillez vous présenter immédiatement dans le cockpit » résonnait encore dans ses oreilles, comme un coup de tonnerre annonçant l'orage. Les passagers, figés, échangeaient des regards nerveux, leurs murmures à peine audibles trahissant une curiosité mêlée d'appréhension. M. Harrington, l'homme au visage rubicond qui avait applaudi les remarques cruelles de l'hôtesse, triturait maintenant son verre vide, ses yeux fuyants, comme s'il sentait que quelque chose de grave se tramait. Madame Véronique, la passagère arrogante qui avait jugé Amara indigne de la première classe, ajustait ses lunettes de soleil avec des gestes saccadés, son assurance vacillante. Madame Carter, la seule à avoir osé murmurer un mot de soutien, se pencha légèrement vers Amara, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir. « Ça ne peut pas être une coïncidence », chuchota-t-elle, sa voix tremblante d'excitation contenue. Amara hocha la tête, incapable de répondre, son esprit bouillonnant de rage et d'anticipation. Elle ne savait pas ce que son père, Malik, avait orchestré, mais une chose était certaine. L'arrogance de Madame Langlais allait bientôt se heurter à une force qu'elle n'avait jamais anticipée. Cette injustice, ce mépris odieux qui l'avait humiliée devant tous, allait enfin trouver une réponse. Mais la bataille ne faisait que commencer. Et la colère qui brûlait en Amara, loin de s'apaiser, ne faisait que croître, alimentée par chaque seconde d'attente insoutenable. Les minutes s'étirèrent, interminables, dans une tension électrique. Les autres hôtesses, visiblement mal à l'aise, continuaient leur service avec des gestes mécaniques, évitant soigneusement le siège d'Amara. Sarah, la jeune hôtesse qui avait jeté un regard furtif de compassion, passait maintenant à pas rapides, ses yeux baissés, comme si elle craignait d'être associée à ce qui se déroulait. Amara sentit une nouvelle vague de frustration l'envahir. Pourquoi personne ne parlait? Pourquoi cette cabine, remplie de témoins, restait-elle silencieuse face à l'injustice qu'elle avait subie? Chaque regard détourné, chaque murmure étouffé, était une trahison, une complicité passive qui attisait sa fureur. Elle repensa aux mots de Madame Langlais. Certains devraient en savoir rester à leur place. Et à l'éclat de rire de M. Harrington, à la condescendance de Madame Véronique. Ces mots, ces rires, s'étaient incrustés dans son esprit comme des lames, et la douleur qu'ils avaient causée se transformait maintenant en une détermination farouche. Elle ne se contenterait pas d'une simple excuse, elle voulait que justice soit rendue, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été humiliés, ignorés, déshumanisés par des gens comme Madame Langlais. Soudain, la porte du cockpit s'ouvrit, et Madame Langlais réapparut. Mais l'hôtesse arrogante qui avait paradé dans l'allée avec un sourire narquois n'était plus là. Son visage était blême, ses lèvres pincées, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lissait son uniforme avec des gestes nerveux. Elle évita soigneusement de croiser le regard d'Amara, mais celle-ci sentit une satisfaction féroce l'envahir. Quelque chose avait changé, quelque chose de monumental. Avant que quiconque puisse réagir, l'interphone grésilla à nouveau et la voix du capitaine, grave et solennelle, emplit la cabine, faisant taire les murmures. « Mesdames et messieurs, ici le capitaine. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères à une passagère de première classe qui a été victime d'un traitement inacceptable de la part d'un membre de notre équipage. Ce comportement est contraire aux valeurs de notre compagnie et des mesures immédiates sont en cours. » Un silence stupéfait s'abattit sur la cabine, suivi d'un bourdonnement de chuchotements incrédules.
Les passagers se tournèrent vers Amara, certains avec embarras, d'autres avec une curiosité insatiable. M. Harrington laissa échapper un grognement, ses joues rougeaudes s'empourprant davantage, tandis que Madame Véronique fixait le sol, ses lunettes de soleil glissant légèrement sur son nez. Amara sentit son cœur s'emballer, un mélange de triomphe et de rage pure. C'était un premier pas, une reconnaissance publique de l'injustice qu'elle avait subie. Mais ce n'était pas assez. Pas après les humiliations répétées, les rires moqueurs, les regards dédaigneux. Elle voulait voir Madame Langlais répondre de ses actes, pas seulement entendre des excuses formelles. Comme si elle avait lu dans ses pensées, Madame Langlais s'avança vers elle, ses talons claquant avec hésitation. Son visage était un masque de fausse contrition, ses yeux évitant ceux d'Amara. « Mademoiselle, commença-t-elle d'une voix tremblante, je vous présente mes excuses pour toutes. Malentendu. Cela ne se reproduira plus. » Les mots étaient creux, dépourvus de sincérité, et le ton, teinté d'une pointe de ressentiment, trahissait son absence de remords. Amara sentit une fureur incandescente l'envahir. Un malentendu? Après l'avoir ignoré, ridiculisé, après avoir taché son sac et l'avoir traité comme une moins que rien? Cette excuse était une insulte, une tentative pathétique de sauver la face, et elle ne l'acceptait pas. « Un malentendu ?» répéta Amara, sa voix basse mais vibrante de colère, assez forte pour que les passagers à proximité l'entendent. « Vous m'avez ignoré, vous m'avez humilié devant tout le monde, vous avez taché mon sac exprès, et vous osez parler de malentendu ?» Les mots jaillirent d'elle comme une lame, tranchants et précis, et un silence choqué s'abattit sur la cabine. Madame Langlais blêmit davantage, ses lèvres tremblant comme si elle cherchait une réponse, mais aucun son ne sortit. Les passagers, figés, observaient la scène, certains avec des expressions de malaise, d'autres avec une fascination morbide. Madame Carter, enfin libérée de sa retenue, se leva à demi de son siège. « Elle a raison !» lança-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Ce que vous avez fait était inacceptable, et tout le monde ici l'a vu. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? J'ai vu comment vous traitez certains passagers, et ça doit cesser. » Sa voix résonna dans la cabine, brisant le mur de silence qui avait étouffé la vérité. Un murmure d'approbation s'éleva parmi quelques passagers, mais une voix discordante s'interposa. Madame Véronique, incapable de se contenir, se tourna vers Amara, son ton dégoulinant de mépris. « Vous exagérez, ce n'était qu'un peu de jus, et vous faites un scandale pour rien. Certains cherchent juste à attirer l'attention. » Ces mots, prononcés avec une assurance arrogante, déclenchèrent une vague de murmures, certains en accord, d'autres choqués. Amara sentit une rage aveuglante l'envahir. Cette femme, qui n'avait rien fait d'autre que juger et condamner, osait minimiser son humiliation. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sarah, la jeune hôtesse, fit un pas en avant, son visage rouge d'émotion. « Non, ce n'est pas rien », lança-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai vu ce qui s'est passé, et ce n'était pas un accident. Madame Langlais a fait ça exprès, et ce n'est pas la première fois qu'elle traite des passagers comme ça. » Le courage inattendu de Sarah fit l'effet d'une bombe. Les passagers, stupéfaits, se tournèrent vers Madame Langlais, dont le visage était maintenant déformé par la panique. Madame Langlais, acculée, perdit tout semblant de contrôle. « Comment osez-vous » cracha-t-elle, sa voix aiguë et stridente, pointant un doigt tremblant vers Sarah. « Vous, une simple subalterne, vous pensez pouvoir me juger? Et vous, ajouta-t-elle en se tournant vers Amara, vous pensez que vos petites plaintes vont changer quoi que ce soit? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Ces mots, chargés d'une arrogance désespérée, étaient une erreur fatale. Ils révélèrent au grand jour ce qu'Amara avait toujours suspecté. Le mépris de Madame Langlais n'était pas un simple incident, mais une attitude profondément enracinée, une conviction qu'elle était au-dessus de ceux qu'elle jugeait inférieurs. Les passagers, choqués, commencèrent à murmurer plus fort, certains secouant la tête, d'autres lançant des regards accusateurs à l'hôtesse. Monsieur Dubois, l'homme âgé assis à côté d'Amara, brisa enfin son silence. « C'est honteux », murmura-t-il, sa voix grave et posée, mais assez forte pour être entendue. « Cette jeune fille ne méritait rien de tout ça. Vous devriez avoir honte. » La cabine devint un véritable champ de bataille, les tensions explosant de toutes parts. Certains passagers, enhardis par l'intervention de Madame Carter et de Sarah,
commencèrent à partager leurs propres observations, murmurant des récits de traitements similaires qu'ils avaient vus ou subis. D'autres, comme M. Harrington, restaient silencieux, leur malaise évident, tandis que Mme Véronique continuait de marmonner, défendant Mme Langlais avec une obstination bornée. Amara, au centre de cette tempête, sentit sa colère se transformer en une force nouvelle, une détermination implacable. Elle se leva de son siège, ses jambes tremblantes mais sa voix ferme. « Je n'accepte pas vos excuses, » dit-elle à Mme Langlais, ses mots résonnant comme un verdict. « Vous ne regrettez rien, et tout le monde ici le voit. Ce que vous avez fait n'est pas juste une erreur, c'est une injustice, et je ne vais pas laisser ça passer. » Ces mots, prononcés avec une clarté et une puissance qui semblaient dépasser son âge, firent taire la cabine. Même Mme Langlais, pour la première fois, sembla à court de mots, ses yeux écarquillés par une peur croissante. À cet instant, une autre annonce retentit, encore plus choquante que la précédente. La voix du capitaine, cette fois teintée d'une gravité sans équivoque, emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, suite à des informations reçues par la direction de la compagnie, Mme Langlais est relevée de ses fonctions pour le reste de ce vol. Une enquête approfondie sera menée, et nous vous assurons que des mesures appropriées seront prises. » Un hoquet collectif parcourut la cabine. Mme Langlais vacilla, comme si elle avait été physiquement frappée, ses mains agrippant le dossier d'un siège pour ne pas s'effondrer. Les passagers, stupéfaits, échangèrent des regards, certains applaudissant discrètement, d'autres fixant l'hôtesse avec un mélange de pitié et de mépris. Sarah, les larmes aux yeux, murmura un « merci » à peine audible à Amara, tandis que Mme Carter posa une main réconfortante sur son bras. « Vous avez été incroyablement courageuse », chuchota-t-elle, sa voix empreinte d'admiration. Mais la colère d'Amara ne s'apaisait pas. Cette suspension, bien que satisfaisante, n'était qu'une première étape. Elle savait que son père, Malik, n'en resterait pas là. Elle sortit son téléphone et trouva un nouveau message de lui. « Nous sommes en contact avec les cadres à bord. Ce n'est que le début. Tiens bon. » Elle sentit une bouffée de fierté l'envahir, mêlée d'une rage toujours brûlante. Malik n'était pas seulement en train de punir Mme Langlais, il était en train de démanteler un système qui permettait à des gens comme elle de prospérer. Mais un nouvel incident vint attiser l'attention. Alors que Mme Langlais était escortée vers l'arrière de la cabine par une autre hôtesse, elle se retourna, son visage tordu par la fureur. « Vous pensez que c'est fini ?» lança-t-elle à Amara, sa voix tremblante de rage. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Ces mots, chargés d'une house menace à peine voilée, firent frissonner la cabine. Les passagers, choqués, murmurèrent de plus belle, certains prenant des photos ou des vidéos avec leur téléphone, capturant l'éclat de l'hôtesse déchue. Madame Véronique, incapable de se taire, ajouta son propre venin. « C'est scandaleux. Suspendre quelqu'un pour une gamine qui fait un caprice, cette compagnie perd la tête. » Ces mots déclenchèrent une vague de protestations parmi les passagers, certains criant leur désaccord, d'autres défendant Amara avec une ferveur croissante. Madame Carter, maintenant debout, pointa un doigt accusateur vers Madame Véronique. « Vous devriez avoir honte de défendre ce comportement. Cette jeune fille a été humiliée et vous osez parler de caprice? C'est vous qui êtes scandaleuse. » La cabine s'enflamma, les voix s'élevant dans un chaos de cris et de murmures, transformant l'espace en un tribunal improvisé. Amara, au milieu de ce tumulte, sentit une étrange clarté s'installer en elle. Sa colère, loin de la consumer, lui donnait une force qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une voix, une force, et elle n'allait pas se taire. Alors que le vol se poursuivait, une note manuscrite fut glissée discrètement à Amara par Sarah, qui passa rapidement près de son siège. Amara déplia le papier avec des mains tremblantes. Les mots, écrits à la hâte, étaient simples mais puissants. « Vous n'êtes pas seul. Madame Langlais a fait ça à d'autres. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Merci pour votre courage. » Amara sentit une chaleur inattendue l'envahir, mêlée de sa rage toujours présente. Ce message, ce petit acte de solidarité, était une preuve que son combat résonnait au-delà de sa propre douleur. Elle rangea la note dans sa poche, ses yeux brûlant d'une détermination nouvelle.
Elle savait que son père était en train de mobiliser des ressources, que des cadres de la compagnie étaient probablement en communication avec le sol, et que l'atterrissage réserverait des surprises. Mais elle savait aussi que ce n'était pas seulement une question de punir Madame Langlais, c'était une question de changer les choses, de s'assurer que personne d'autre ne subirait ce qu'elle avait enduré. Alors que l'avion approchait de sa destination, une dernière annonce du capitaine vint sceller l'atmosphère de la cabine. Mesdames et messieurs, à l'atterrissage, des représentants de la direction seront présents pour gérer la situation. Nous vous remercions de votre patience et réitérons nos excuses pour tout désagrément. Les mots, bien que formels, portaient une promesse implicite. La justice n'était pas terminée. Amara sentit son pouls s'accélérer, sa colère se mêlant à une anticipation presque insoutenable. Elle imaginait son père, Malik, un homme dont la présence imposait le respect, orchestrant une réponse qui ne se limiterait pas à une simple suspension. Elle imaginait les cadres de la compagnie, probablement paniqués, se préparant à affronter non seulement Malik, mais aussi la tempête médiatique qui ne manquerait pas d'éclater. Et elle imaginait Madame Langlais, seule avec sa disgrâce, comprenant enfin l'ampleur de son erreur. Mais au fond d'elle, Amara savait que ce n'était pas fini. La rage qui l'habitait, loin de s'éteindre, s'était transformée en une flamme qui brûlerait jusqu'à ce que justice soit pleinement rendue. Elle ne voulait pas seulement une victoire personnelle. Elle voulait un changement systémique, une révolution dans la manière dont les gens comme Madame Langlais étaient autorisés à traiter les autres. Alors que l'avion entamait sa descente, elle ferma les yeux un instant, visualisant l'atterrissage, les cadres attendant au sol, et son père, prêt à transformer cette injustice en un cri de ralliement. La cabine, encore vibrante de tension, semblait suspendue dans l'attente d'un dénouement imminent. Amara rouvrit les yeux, son regard fixé sur l'horizon visible par le hublot. Ce vol, qui avait commencé comme une célébration, était devenu le point de départ d'une bataille qu'elle était déterminée à gagner. L'avion entamait sa descente, le grondement des moteurs emplissant la cabine d'une vibration sourde, mais pour Amara, ce bruit n'était qu'un écho lointain face à la tempête qui rugissait en elle. Assise dans son siège de première classe, les doigts serrant la note manuscrite de Sarah, « Vous n'êtes pas seule. Merci pour votre courage. » Elle fixait le hublot, où les lumières de la ville scintillaient à l'horizon. Chaque seconde qui passait attisait sa colère. Une rage incandescente nourrie par l'humiliation infligée par Madame Langlais, les rires moqueurs de M. Harrington, les jugements arrogants de Madame Véronique et le silence complice de tant d'autres. L'annonce du capitaine, la suspension immédiate de Madame Langlais et la promesse d'une enquête avaient été une victoire, mais elle était loin d'apaiser la fureur qui brûlait dans ses veines. Ce n'était pas assez. Pas après avoir été ignorée, ridiculisée, déshumanisée devant une cabine entière. Elle voulait plus qu'une sanction temporaire. Elle voulait un changement, une justice qui résonnerait au-delà de ce vol, une révolution contre un système qui permettait à des gens comme Madame Langlais de prospérer dans leur mépris. Alors que l'avion approchait du sol, Amara sentit son pouls s'accélérer, son esprit vibrant d'une anticipation féroce. Elle savait que son père, Malik, n'en resterait pas là, et l'atterrissage promettait d'être le théâtre d'une confrontation explosive. La cabine, encore chargée de tension, semblait suspendue dans un silence oppressant, ponctué seulement par les murmures nerveux des passagers. M. Harrington, qui avait soutenu Madame Langlais avec tant de zèle, était maintenant silencieux, ses mains crispées sur son verre vide, son visage rougeaud marqué par une anxiété croissante. Madame Véronique, toujours drapée dans son arrogance, lançait des regards dédaigneux autour d'elle. Mais ses gestes nerveux, ajustant ses lunettes de soleil, tripotant son sac de luxe, trahissaient son malaise. Madame Carter, la passagère qui avait pris la défense d'Amara, restait assise à ses côtés, ses yeux brillants d'une solidarité muette mais puissante. Sarah, la jeune hôtesse, évitait désormais tout contact visuel, mais Amara savait que son courage, bien que tardif, avait changé la donne. Les autres passagers, partagés entre embarras et curiosité, échangeaient des chuchotements, certains jetant des regards furtifs vers Amara, comme s'ils comprenaient enfin qu'elle n'était pas une simple adolescente faisant un caprice, mais une force avec laquelle il fallait compter. Cette prise de conscience, bien qu'encourageante, ne faisait qu'attiser la colère d'Amara. Pourquoi avait-il fallu attendre une annonce officielle, une intervention du capitaine, pour que ces gens commencent à reconnaître l'injustice? Leur silence initial était une trahison, et elle n'était pas prête à l'oublier.
Alors que l'avion touchait le sol dans un léger soubresaut, une nouvelle annonce retentit, la voix du capitaine plus ferme que jamais. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester assis après l'atterrissage. Des représentants de la direction de la compagnie seront à bord pour gérer une situation exceptionnelle. Nous vous remercions de votre coopération. » Ces mots déclenchèrent un frisson collectif dans la cabine. Les passagers se redressèrent, leurs murmures s'intensifiant, certains prenant leur téléphone pour filmer discrètement, anticipant un dénouement dramatique. Amara sentit une bouffée d'adrénaline l'envahir. Une situation exceptionnelle. Ces mots portaient la marque de son père, Malik, un homme dont l'influence était aussi redoutable que sa détermination. Elle sortit son téléphone et trouva un nouveau message de lui. « Nous sommes sur place, prépare-toi. » Ces quelques mots, laconiques mais lourds de sens, firent monter son pouls en flèche. Elle rangea son téléphone, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une rage qui se transformait en une résolution implacable. L'atterrissage marquait le début d'un nouveau chapitre, et elle était prête à affronter ce qui l'attendait. Lorsque l'avion s'immobilisa sur le tarmac, la porte de la cabine s'ouvrit et deux hommes en costume sombre, accompagnés d'une femme en tailleur élégant, firent leur entrée. Leur présence imposante fit taire les murmures. L'un des hommes, un individu d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et au regard perçant, s'avança dans l'allée, son badge indiquant « Directeur des opérations ». La femme, plus jeune, portait une tablette et un badge de « Responsable des relations publiques ». Le troisième, un homme robuste à l'air sévère, semblait être un agent de sécurité. Leur arrivée déclencha un silence total, chaque passager retenant son souffle. Amara sentit son cœur battre plus fort, sa colère se mêlant à une anticipation presque insoutenable. Les représentants s'arrêtèrent au centre de la cabine, et le directeur prit la parole, sa voix grave résonnant dans l'espace confiné. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour répondre à un incident grave survenu durant ce vol. Nous avons été informés d'un comportement inacceptable de la part d'un membre de notre équipage, et nous prenons cette affaire très au sérieux. » Avant qu'il ne puisse continuer, Madame Langlais, qui avait été reléguée à l'arrière de la cabine, se leva brusquement, son visage tordu par une fureur désespérée. « C'est ridicule !» cria-t-elle, sa voix stridente brisant le silence. « Vous ne pouvez pas me traiter comme une criminelle pour un simple malentendu. Cette fille a exagéré. Elle a manipulé tout le monde, et maintenant vous ruinez ma carrière pour rien. » Ces mots, chargés d'une arrogance mêlée de panique, firent de l'effet d'une bombe. Les passagers, choqués, murmurèrent de plus belle, certains secouant la tête, d'autres lançant des regards accusateurs à l'hôtesse. Amara sentit une rage aveuglante l'envahir. Un malentendu? Après tout ce qu'elle avait enduré, les remarques cinglantes, le jus renversé intentionnellement, les rires moqueurs encouragés par Madame Langlais, cette tentative de se victimiser était une insulte insupportable. Elle se leva de son siège, ses jambes tremblantes, mais sa voix ferme, vibrante d'une colère contenue mais explosive. « Vous mentez !» lança-t-elle, ses mots résonnant comme un coup de fouet. « Vous m'avez ignoré. Vous m'avez ridiculisé, vous avez taché mon sac exprès, et vous avez encouragé les autres à me juger. Ce n'était pas un malentendu, c'était une attaque, et tout le monde ici l'a vu. » Un silence stupéfait s'abattit sur la cabine, suivi d'un murmure d'approbation parmi certains passagers. Madame Carter, enhardie, se leva à son tour. « Elle dit la vérité !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Madame Langlais. « J'ai tout vu. Et ce que vous avez fait était intentionnel. Vous avez humilié cette jeune fille sans raison, et vous avez agi comme si elle ne méritait pas d'être ici. C'est honteux. » Sarah, la jeune hôtesse, fit un pas en avant, ses yeux brillants de larmes mais sa voix ferme. « Je confirme, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Madame Langlais a délibérément ciblé cette passagère, et ce n'est pas la première fois. J'ai vu d'autres incidents, mais je n'ai jamais eu le courage de parler. Jusqu'à maintenant. Le courage de Sarah, combiné à la ferveur d'Amara et de Madame Carter, transforma la cabine en un tribunal improvisé, où la vérité éclatait enfin au grand jour. Madame Véronique, incapable de se taire, se leva à son tour, son visage rouge de colère. « C'est un scandale !» hurla-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. « Vous laissez une gamine et une hôtesse subalterne détruire la réputation d'une professionnelle pour un peu de jus renversé? Cette compagnie est une farce. »
Ces mots déclenchèrent une vague de protestation parmi les passagers, certains criant leur désaccord, d'autres défendant Amara avec une passion croissante. Monsieur Dubois, l'homme âgé assis à côté d'Amara, se leva lentement, sa voix grave et posée coupant à travers le chaos. « Assez !» tonna-t-il, son regard perçant fixé sur Madame Véronique. « Cette jeune fille a été traitée de manière abjecte, et vous osez minimiser son humiliation? Votre arrogance est aussi coupable que le comportement de cette hôtesse. Honte à vous! » Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille, firent taire la cabine, et même Madame Véronique, déstabilisée, se rassit, ses lèvres pincées. Le directeur des opérations, visiblement secoué par l'intensité de la scène, leva une main pour rétablir l'ordre. « Calmez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, sa voix ferme mais teintée d'une tension évidente. « Nous avons des témoignages et des preuves, y compris des vidéos prises par des passagers, qui confirment les allégations contre Madame Langlais. Une enquête complète est en cours, et nous vous assurons que justice sera rendue. » Il se tourna vers Amara, son regard adouci par une lueur de respect. « Mademoiselle, au nom de la compagnie, je vous présente nos excuses les plus sincères. Ce que vous avez subi est inacceptable, et nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. » Amara hocha la tête, mais sa colère ne s'apaisait pas. Ses excuses, bien que plus sincères que celles de Madame Langlais, étaient encore insuffisantes. Elle voulait des actions concrètes, pas des promesses vagues. Elle voulait que le système change, que les gens comme Madame Langlais soient tenus responsables et que les passagers comme Madame Véronique comprennent l'impact de leur complicité. Soudain, un nouveau personnage entra dans la cabine et sa présence fit l'effet d'un coup de tonnerre. Malik, le père d'Amara, apparut à la porte, son costume impeccablement taillé et son regard d'acier imposant un silence immédiat. À ses côtés se tenait une femme en tailleur, une avocate de la compagnie et un homme en costume gris, un cadre supérieur dont le badge indiquait « vice-président des opérations ». La cabine entière sembla retenir son souffle. Malik, avec une prestance qui commandait le respect, s'avança lentement dans l'allée, ses yeux fixés sur Madame Langlais, qui recula instinctivement, son visage blême. « Madame Langlais, » commença-t-il, sa voix grave et mesurée, mais vibrante d'une colère contenue, « vous avez humilié ma fille, une passagère qui avait tous les droits d'être ici. Vous avez abusé de votre position et vous avez encouragé un comportement toxique parmi d'autres passagers. Savez-vous qui je suis? » Madame Langlais, tremblante, secoua la tête, incapable de répondre. Malik poursuivit, chaque mot tombant comme un verdict. « Je suis le propriétaire de cette compagnie, et je vous assure que votre comportement ne restera pas sans conséquence. » Un hoquet collectif parcourut la cabine. Les passagers, stupéfaits, échangèrent des regards, certains murmurant avec excitation, d'autres fixant Madame Langlais avec un mélange de pitié et de mépris. Monsieur Harrington, pour la première fois, sembla se ratatinir dans son siège, son arrogance envolée. Madame Véronique, les lèvres pincées, baissa les yeux, son assurance réduite en miettes. Malik se tourna vers Amara, son regard s'adoucissant brièvement. « Amara, je suis fier de toi. Tu as tenu bon, et tu as fait entendre ta voix. Maintenant, nous allons nous assurer que justice soit rendue. » Amara sentit une bouffée de fierté l'envahir, mais sa colère restait intacte. Elle hocha la tête, ses yeux brûlant d'une détermination farouche. Elle savait que son père ne parlait pas à la légère, et que cet incident allait avoir des répercussions bien au-delà de ce vol. Le vice-président prit la parole, sa voix tremblante sous la pression évidente de la présence de Malik. « Nous avons déjà lancé une enquête interne, et Madame Langlais sera suspendue sans salaire en attendant les résultats. De plus, nous mettrons en place une formation obligatoire pour tout le personnel sur le respect et l'égalité de traitement des passagers. » Ces mots déclenchèrent un murmure d'approbation parmi certains passagers, mais Amara sentit une pointe de frustration. Une formation? Une suspension? Cela ne suffisait pas à réparer l'humiliation qu'elle avait subie, ni à empêcher d'autres incidents similaires. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Malik leva une main, son regard fixé sur le vice-président. « Ce n'est pas assez, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. « Cette compagnie portera désormais une politique de tolérance zéro pour tout comportement discriminatoire. Chaque employé sera évalué, et ceux qui ne respectent pas nos valeurs seront licenciés. De plus,
Je veux une révision complète des plaintes passées pour identifier d'autres incidents similaires. Nous ne tolérerons plus cela. » Les mots de Malik résonnèrent comme un décret, et la cabine éclata en murmures excités. Madame Langlais, au bord des larmes, s'effondra sur un siège, son arrogance réduite à néant. Sarah, les yeux brillants de gratitude, murmura un « merci » à Amara, tandis que Madame Carter applaudissait discrètement, son visage rayonnant de fierté. Mais un dernier éclat vint attiser l'attention. Madame Véronique, incapable de se contenir, se leva à nouveau, sa voix tremblante de rage. « C'est une chasse aux sorcières. Vous détruisez des carrières pour satisfaire une adolescente et son père puissant. Cette compagnie est finie. » Ces mots, prononcés avec une fureur désespérée, déclenchèrent une vague de protestation. Madame Carter, hors d'elle, se tourna vers elle. « Vous êtes pathétique !» cria-t-elle. « Vous avez soutenu cette injustice et maintenant vous jouez les victimes. C'est vous qui devriez avoir honte. » La cabine s'enflamma, les voix s'élevant dans un chaos de crises et de murmures, certains passagers prenant des vidéos, d'autres criant leur soutien à Amara. Au milieu de ce tumulte, Malik fit un pas en avant, sa présence imposante réduisant la cabine au silence. « Cette compagnie n'est pas finie, » dit-il, sa voix résonnant avec une autorité incontestable. « Elle va renaître, plus forte, plus juste, parce que des gens comme ma fille refusent de se taire. Et si vous, madame, ajouta-t-il en fixant Madame Véronique, pensez que défendre l'injustice est acceptable, alors vous n'avez pas votre place ici. » Ces mots, prononcés avec une froideur implacable, firent taire Madame Véronique qui s'effondra sur son siège, son visage blême. La cabine, encore vibrante de tension, semblait suspendue dans l'attente d'un dénouement final. Alors que les passagers étaient autorisés à débarquer, Amara resta assise un instant, son regard fixé sur le hublot. Elle savait que ce n'était pas la fin. Sa colère, loin de s'éteindre, s'était transformée en une flamme qui brûlerait jusqu'à ce que justice soit pleinement rendue. Elle imaginait les titulares dans les journaux, les vidéos virales sur les réseaux sociaux et la pression croissante sur la compagnie pour tenir ses promesses. Elle imaginait aussi Madame Langlais confrontée à la réalité de ses actes et les autres employés forcés de réfléchir à leur propre comportement. Mais surtout, elle imaginait un avenir où personne ne subirait ce qu'elle avait enduré. Alors qu'elle se levait enfin, Malik posa une main sur son épaule, son regard empreint de fierté. « Tu as déclenché quelque chose de grand, Amara, » murmura-t-il, « et nous irons jusqu'au bout. » Amara hocha la tête, ses yeux brûlants d'une détermination inébranlable. Ce vol, qui avait commencé comme une célébration, était devenu le point de départ d'une révolution, et elle était prête à la mener. L'histoire d'Amara, marquée par l'humiliation et la lutte pour la justice, résonne profondément avec les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité. Cette jeune fille, confrontée à l'injustice criante de Madame Langlais, incarne un courage universel qui nous pousse à réfléchir sur notre propre rôle face aux discriminations dans la société. Ce qui m'a frappé dans ce récit, c'est la manière dont Amara transforme sa colère en une force constructive. Plutôt que de se taire ou de céder à la honte, elle choisit de s'exprimer, de confronter l'injustice et d'exiger le respect. Cette détermination, soutenue par la solidarité émergente de passagers comme Madame Carter et Sarah, illustre la puissance de l'union et du refus de l'indifférence, des valeurs chères à la culture française où l'engagement citoyen est célébré. Le premier enseignement que je tire de cette histoire est l'importance de ne jamais rester silencieux face à l'injustice. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour les droits, des révolutions aux mouvements sociaux modernes, l'exemple d'Amara nous rappelle que chaque voix compte. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples. Intervenir lorsqu'un collègue est injustement traité, signaler un comportement discriminatoire ou soutenir une cause juste. Le silence, comme celui des passagers au début du vol, est une forme de complicité. Nous devons cultiver le courage de parler, même lorsque c'est inconfortable. Le deuxième enseignement concerne la résilience. Amara, malgré l'humiliation publique, trouve en elle la force de rester digne et de persévérer. Cette résilience est essentielle dans un monde où les obstacles, qu'ils soient professionnels ou personnels, sont inévitables. En France, où l'on valorise l'élégance dans l'adversité, une forme de panache, nous pouvons nous inspirer d'Amara pour transformer nos épreuves en opportunités de croissance.
Cela signifie apprendre à canaliser nos émotions, comme elle l'a fait, pour défendre nos droits sans perdre notre intégrité. Enfin, l'histoire souligne l'impact de la solidarité. Sans le soutien de Madame Carter, de Sarah et, ultimement, de Malik, la justice n'aurait peut-être pas triomphé. En France, la fraternité est un pilier républicain, et ce récit nous rappelle que les combats pour l'égalité se gagnent collectivement. Appliquons cela en soutenant nos proches, en amplifiant les voix marginalisées et en construisant des communautés inclusives. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la force du courage, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à se lever contre l'injustice et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire motivante. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre notre communauté et affirmer que vous refusez l'indifférence. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un monde plus juste.